Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show algérien, un numéro pour lequel j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir, comme d'habitude, de Mahdi Razal. Bonsoir Mahdi. Bonsoir Nouhed, bonsoir messieurs. Faisal Mataoui est également avec nous ce soir. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhed, bonsoir à tous, sahabtarkoum. Salam Azoul, bonsoir Badis Khnissa. Salam Azoul, bonsoir et sahabtarkoum. Et puis ce soir, c'est Kamel Mansari qui se joint à l'équipe. Bonsoir Kamel. Bonsoir et sahabtarkoum. Et puis exceptionnellement, mesdames et messieurs, Nariman Zikar ne sera pas avec nous ce soir, mais elle nous rejoindra pour un prochain numéro. Au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, l'armée nationale populaire poursuit sans relâche la lutte contre le fléau du terrorisme et élimine 7 terroristes à Tébessa. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présente ses condoléances aux familles des 3 soldats tombés au champ d'honneur. Le pape Léon XIV attendu en Algérie le 13 avril prochain dans le cadre de sa tournée africaine. Quels seront les objectifs de son escale à Alger? On en parle ce soir. La Chine annonce l'envoi d'un émissaire afin de favoriser une médiation au Moyen-Orient, tandis que l'Algérie appelle depuis plusieurs jours à la retenue, à la désescalade et au respect du droit international. C'est un sujet sur lequel on revient également dans cette émission. Jusqu'où ira le Marzen dans sa politique de répression? Nouveau rebondissement dans l'affaire des 18 supporters sénégalais arrêtés suite à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a opposé le Maroc au Sénégal. Et puis quand la haine de l'Algérien devient un slogan de campagne en France, on en parlera aussi justement de cette nouvelle polémique qui secoue la scène politique française. Un candidat au municipal qui insulte l'Algérie et son peuple, le sénateur Hakim Louli, sera avec nous pour en parler. Et on commence, messieurs, avec l'essentiel de l'actualité nationale et avec les condoléances présentées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux familles des 3 martyrs tombés au champ d'honneur dans la 5e région militaire à Tébessa, à Faisal. Dans la région de Tébessa, effectivement, dans la soirée du 12 au 13 mars 2026, il y a eu une opération très importante menée par les unités de l'armée nationale populaire contre des groupes terroristes. Cette opération s'est soldée par la neutralisation de 7 terroristes et la récupération de 7 fusils mitrailleurs, des pistolets mitrailleurs Kalachnikov. Et vous l'avez dit, Nouhad, le président de la République, qui est le chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présenté des condoléances aux 3 soldats tombés en champ d'honneur en luttant contre ces résidus, le résidu du terrorisme. D'ailleurs, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, le général Saïd Chengriha, s'est rendu aussi dans la région de Tébessa, accompagné du général-major Nordin Hambli, pour un peu parler avec les soldats de cette unité qui a lutté contre ces groupes. Il a aussi présenté ses condoléances aussi aux familles des soldats et il a exhorté l'ensemble des personnels, parce que le danger reste le même, à redoubler d'efforts afin de préserver la sécurité du pays et des citoyens et à poursuivre la lutte contre les résidus des groupuscules aux terroristes avec détermination et fierté, parce que c'est une zone frontalière et le fait qu'il y ait eu donc des groupes de cette importance, presque 10 terroristes, souligne que ce danger des résidus du terrorisme existe toujours, d'autant plus que ce mois de mars a été aussi marqué par une autre opération menée par les unités de l'armée nationale populaire dans la région de Zidine à Ndefla, où il y a eu également neutralisation de 2 terroristes et récupération de 2 Kalachnikov. Très bien, merci Faisal. En fait, finalement, avec cette énième opération, on confirme une fois de plus que l'armée nationale populaire poursuit sans relâche sa lutte contre le fléau du terrorisme. Tout à fait, oui. Il faut surtout relever la qualité de cette opération qui s'est basée d'abord sur des renseignements de pointe. Donc, la présence de ces terroristes dans une région très boisée, très difficile d'accès, notamment pour les éléments de l'ANP. La région de Tlijen est connue pour avoir abrité et constitue un point de passage, un corridor entre les frontières tunisiennes et algériennes. C'est pour cela que d'ailleurs la coopération entre l'Algérie et la Tunisie dans ce domaine s'intensifie et s'accentue. Et donc, pour revenir à la qualité de cette opération, il faudrait marquer le fait que c'est une opération qui s'est déroulée depuis plusieurs semaines et l'information a été la plus importante. Et pour la première fois, c'est l'utilisation de la technologie, notamment la surveillance aérienne à travers des drones pour pouvoir repérer ces terroristes. Et le fait il faut rappeler aussi le discours, la phrase importante de monsieur le chef d'état-major, de dire qu'il faut passer à l'offensive cette fois-ci et en finir avec les résidus du terrorisme qui essaiment dans cette région-là.
Et tous les moyens sont mis en place justement, messieurs, pour libérer, pour enlever Nettoyer, justement, nettoyer, voilà exactement, Éradiquer, si vous Kamal, voulez. nettoyer notre pays de tous ces groupuscules de terroristes, Mahdi. Ben, cela prouve encore une fois, comme si bien dit Faisal et Kamel, que la guerre contre le terrorisme ne s'arrête jamais. Il est évident que dans le subconscient des Algériennes et des Algériens, le terrorisme, c'est quelque chose de passé maintenant, parce on a justement cette sécurité grâce à notre armée nationale populaire. Nous sommes dans un pays qui avons vécu une décennie terrible, la décennie noire, et grâce à ces valeureux hommes de l'armée nationale populaire et à l'ensemble de ces forces de sécurité, maintenant nous arrivons à dormir sur nos deux oreilles. Mais pourquoi nous arrivons à dormir sur nos deux oreilles? Parce que justement, il y a un travail de fond, un travail de renseignement, un travail comment dirais-je, de puissants renseignements qui sont pris pour trouver justement ces mini résidus de terroristes, en l'occurrence à Tbessa pour cette fois-ci dans la wilaya de Tbessa. Donc c'est aussi un travail de prévention qui est fait par l'armée nationale populaire. Et c'est une armée qui ne dort jamais, qui est toujours sur le qui-vive pour protéger ses concitoyennes et ses concitoyens à travers le territoire national. Et n'oublions pas que l'Algérie est un très grand pays, un pays continent, et que l'armée nationale populaire et les différents services de sécurité sont toujours sur le qui-vive pour protéger tous les Algériens et tous les Algériens. Ça nous permet justement, messieurs, de revenir sur cet édito de la revue El Jaish, un édito dans lequel la revue donc insiste sur l'importance de faire face à tous les plans désespérés visant à perturber la stabilité et la quiétude de notre pays, Badis. Tout à fait. D'ailleurs, je reviens, si vous me permettez, pour rebondir sur les trois martyrs. Effectivement, l'Algérie aujourd'hui s'incline, je dirais, avec respect, se recueille devant ces trois martyrs, ces trois enfants de la nation, ces trois fils de la nation, notamment que le président de la République a tenu effectivement à marquer le coup, comme pour rappeler que cette souveraineté n'est pas acquise, n'est jamais acquise, elle est aujourd'hui, encore une fois, payée au prix du sacrifice suprême. Et trois martyrs, donc trois preuves supplémentaires que l'Algérie est prête à défendre sa souveraineté coûte que coûte. Il ne faut pas oublier aussi, avant de parler de l'édito, qui d'ailleurs a été très explicite sur certains aspects, notamment en matière de messages forts, il faut lire en filigrane, effectivement, le contexte actuel régional, continental et même ce qui se trame aujourd'hui au Moyen-Orient. Donc on est dans un monde dans lequel l'instabilité devient une normalité, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est pourquoi il faut redoubler, vos triplés d'efforts. Je pense que notre armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, est aujourd'hui véritablement le rempart de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de l'Algérie. C'est grâce aussi à son degré de préparation, c'est aussi à une armée qui est, je dirais, le continuum du peuple algérien, dans cette unité nationale, dans cette cohésion nationale qui fait la force aujourd'hui d'une Algérie, pays continent effectivement, et qui permet malgré tout de rester vigilante, rester dans la prospective, rester dans l'anticipation, les clés de voûte notamment, dans, encore une fois, un échiquier sécuritaire de plus en plus instable et incertain. Donc, il faut revenir aussi à un autre aspect qui est celui d'une Algérie qui revendique une ligne très claire, à savoir coopérer avec tous, mais ne dépendre envers personne. Oui. C'est très important aujourd'hui, c'est ce qui a fait l'ADN de notre diplomatie. Elle sait le défendre, elle sait le faire entendre, puisque, encore une fois, l'Algérie, à travers sa colonne vertébrale, véritable, encore une fois, garant de la sécurité de l'Algérie, c'est défendre en tout cas cette expertise. Ça a été dit à travers la lutte antiterroriste. Moi, je rappelle que c'est des résidus, encore une fois, de terrorisme, mais non pas de terrorisme, puisque l'Algérie a combattu et a lutté et a réussi à endiguer ce terrorisme qui avait un ancrage quand même assez important. Elle a été la seule à le faire, il faut le rappeler aussi. C'est pourquoi aujourd'hui elle est devenue une voix très écoutée et de bons conseils, notamment pour certains pays qui continuent aujourd'hui à découvrir le terrorisme international et le terrorisme qu'a connu l'Algérie. Mais encore une fois, je me répète, il faut mettre en perspective l'Algérie qui est une véritable cible de choix,
notamment de certaines forces obscures. C'est pourquoi, encore une fois, aujourd'hui, c'est le rôle de l'armée, c'est le rôle des institutions, c'est le rôle du peuple pour être en première ligne et défendre notre pays. L'éditorial du Oui. GIEC, si vous permettez, Kamel, Oui, vas-y. souligne l'effort mené effectivement par les unités de l'armée nationale populaire en matière de sécurisation des frontières, la lutte contre les résidus. Effectivement, Badis a raison, c'est les résidus du terrorisme qui sont toujours là, malheureusement, mais malgré les efforts. Et bien sûr que c'est alimenté par des forces étrangères, parce qu'on peut se poser des questions d'où ces armes viennent. Mais également, la revue du GIEC, Badis, évoque aussi une autre forme de criminalité, c'est la lutte contre la drogue. Et l'édito del GIEC souligne clairement qu'il y a une guerre déclarée, je cite, à notre pays par le régime de Merzen, à travers ses multiples et désespérées tentatives d'inonder notre pays de ses poisons. C'est-à-dire la drogue. La drogue finance le terrorisme. Finance le terrorisme, finance le terrorisme. il y a un lien entre les criminels. Il y a un lien de cause à effet entre la drogue et le terrorisme. Le crime transfrontalier, effectivement, il est alimenté, même des zones frontières de l'Est, aussi dans la région de Bessa, dans la région du Sud, etc. Et la revue del GIEC, de l'Armée nationale populaire, souligne qu'il y a une approche de l'armée et de l'Algérie en matière de lutte. Parce que la lutte contre le terrorisme, les résidus du terrorisme, soulignent le trafic d'armes, soulignent le trafic de drogue et d'autres formes de criminalité. Il souligne aussi le fait qu'il y a une phrase qui attire l'attention quand même dans l'édito, c'est le fait et que en rappelant le martyre de ces 3 soldats, l'édito parle du mois des chouhadas, du mois des martyrs. Donc c'est un mois où, vous savez, bon, c'est tombé un jour de 8 mars, mais en même temps, on a le 19 mars qui vient. Et ce dédito, justement cette phrase-là, est en train de construire dans l'édito le fait que l'Algérie a pu devenir un partenaire fiable à travers la participation et l'effort de tous ses enfants, femmes, hommes. Et en même temps, le fait que si aujourd'hui l'Algérie est devenue un partenaire fiable, c'est parce que dans tous les domaines, y compris dans la lutte antiterroriste, elle est devenue un partenaire non négligeable qui est important. Aujourd'hui, beaucoup de voix, notamment marocaines, disent que l'Algérie est un pays isolé et tout, mais l'édito le rappelle et les faits le rappellent que l'Algérie, dans ce domaine-là de la lutte antiterroriste, est un partenaire important qui devient une école et une référence. Pourquoi le mois du Chouhada, Kamel? Parce que le mois de mars, Nouhad, est un mois qui a été marqué durant la guerre de libération nationale par la mort de plusieurs grands noms des Chouhada, de héros de la guerre de libération nationale. L'Arabi Ben Mehdi, colonel Amirouche, colonel Selhaouas et colonel Lotfi sont tous morts au mois de mars entre 1956, 1957 et 1960. C'est pour ça que c'est un mois qui est cité en référence par la revue del GIEC, parce que l'Armée nationale populaire est la digne héritière de l'Armée nationale libération nationale. Allah yarham Chouhada. En tout cas, Kamal Mensari évoquait justement la fiabilité de l'Algérie en tant que partenaire. On y arrive justement. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu mercredi un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Faisal, les détails sur cet appel téléphonique entre les deux ministres. Oui, M. Ahmed Attaf a appelé M. Tom, il a reçu un appel plutôt de M. Tom Brandenson, qui est donc le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas. Un Pays-Bas est un pays partenaire européen qui a de bonnes relations avec l'Algérie. La communication téléphonique a abordé justement la coopération entre les deux pays et il y a un conseil d'affaires qui lie l'Algérie donc à ce pays, un conseil d'affaires qui aborde plusieurs questions et il va se réunir prochainement, mais également la situation évoquée tout à l'heure par Badis au Moyen-Orient, avec la guerre qui se poursuit dans cette région du monde et qui a de l'influence notamment sur le marché énergétique. L'Algérie est un grand partenaire fiable en matière d'approvisionnement en gaz naturel du partenaire européen, du continent européen. Et il y a aussi des perspectives de coopération avec les Pays-Bas dans le domaine de l'agriculture, par exemple, dans le domaine des technologies vertes, technologies de nouvelle énergie, parce que le Pays-Bas est un pays qui est très en avance. Et donc, tous ces aspects de la coopération ont été évoqués par M. Ahmed Attaf avec son homologue néerlandais. Badis Khnissa, l'Algérie, on en parlait tout à l'heure en off, justement, vous disiez l'Algérie est en convergence avec l'Europe du Nord, notamment concernant la situation du Sahel. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un appel qui n'est pas du tout protocolaire, il est structurel. Il faut rappeler que dans un monde fragmenté, l'Algérie avance à travers des alliances, des cercles stratégiques et non pas des alliances rigides. C'est aussi l'illustration, cet appel en tout cas, c'est l'illustration, mais au-delà de l'appel, c'est des échanges, des convergences. J'y viendrai effectivement, notamment sur le rôle et le statut de pays pivot, mais aussi de pays stabilisateurs, notamment qui exportent
la stabilité dans la région, y compris le Sahel, c'est un aveu aussi de la part de l'Europe du Nord. Et là où je viens sur un autre aspect qu'il faut rappeler aussi dans ce débat, c'est que ça a été rappelé, la Hollande, c'est quand même un pays pivot, un hub énergétique. C'est aussi un élément central, notamment en matière de logistique. C'est également un acteur central aussi dans la transition énergétique et dans l'énergie verte. L'énergie verte, l'hydrogène vert, dont l'Algérie ambitionne avec des faits réels et des potentialités avérées, notamment pour devenir un acteur principal, notamment fournisseur justement de cette énergie pour une transition apaisée et graduelle de l'Europe et de l'Europe du Nord. Et c'est aussi là où je veux en venir, c'est que c'est une confirmation aussi de la centralité de l'Algérie sur des questions sécuritaires, notamment sur le Sahel, mais pas que, également sur le Sahara occidental. Donc, plusieurs sujets ont été abordés, notamment lors de cet appel, et ça confirme aussi trois éléments importants, en tout cas trois mouvements diplomatiques, pour rester un peu sur le prisme de lecture stratégique et diplomatique. Le premier, d'abord, c'est la reconfiguration, notamment de la relation Algérie-Europe, plus particulièrement Europe du Nord, donc la Hollande. On n'est plus dans le diktat ou dans les relations traditionnelles anciennes colonies et colonisateurs. Et puis le deuxième point qui est important aussi à mes yeux, c'est la centralité énergétique de l'Algérie. J'avais évoqué effectivement que l'interlocuteur, en l'occurrence la Hollande, est un acteur principal, important en matière de transition et d'énergie verte. Et puis le troisième point surtout, et très important, c'est la reconnaissance elle-même du rôle régional d'Alger, notamment dans, que ce soit les accords d'Alger pour le Mali, que ce soit la force de proposition notamment de l'Algérie diplomatiquement pour avoir des solutions toujours politiques et pacifiques pour les conflits, y compris des conflits latents notamment. Donc il y a tous ces aspects-là, notamment économiques, énergétiques, sécuritaires, diplomatiques, qui plus est, dans un élan, comme vous le savez très bien, de cataclysme sécuritaire au Moyen-Orient. Donc, encore une fois, je me répète, l'Algérie est écoutée, l'Algérie est entendue, et l'Algérie est de bons conseils, notamment pour les puissances, y compris aujourd'hui pour l'Europe du Nord. Exactement. Mehdi, peut-être un mot à propos de la position de l'Algérie aujourd'hui au concert des nations. Écoutez, l'Algérie, chaque jour, prend un peu plus d'épaisseur et de place dans le concert des nations. De toute façon, ça se voit, je l'ai déjà dit sur ce plateau à maintes reprises. Le palais d'El Mouradia reçoit chaque semaine des visiteurs du monde entier pour demander audience au président de la République. La voix de l'Algérie porte, la voix de l'Algérie compte, et on va continuer justement comme ça à élever le niveau de la grande diplomatie algérienne. Ahmed Attaf est un excellent ministre des Affaires étrangères. Le président de la République est également un très bon communicant et un bon diplomate. Et c'est pour ça que l'Algérie en est là où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire une pièce incontournable du système politique méditerranéen, arabe, moyen-oriental et évidemment mondial. Voilà, on est consulté de partout le monde. Et dans le même sillage, justement, vous le savez, messieurs, le pape Léon XIV entame une tournée africaine en débutant par l'Algérie. Il est attendu à Alger le 13 avril prochain. C'est un déplacement, on parle d'un déplacement historique, Kamal Mansari, sur le thème de la paix. En tant que journaliste, je vous pose la question en tant que journaliste et pas en tant qu'analyste, Kamal Mansari, quels sont les objectifs de cette visite ? D'abord, ça sera le printemps de la fraternité, comme je l'ai nommé dans un de mes éditos. Et ce qui est le plus important, c'est le fait que ça montre que c'est vrai que lui, il dit « je viens en visite pour parler au peuple algérien ». Bien évidemment, il choisit l'Algérie par rapport à sa puissance, par rapport à sa position géographique et par rapport au fait que ce pays-là a été l'un des acteurs et les tenants du vivre ensemble et du dialogue entre l'islam et la chrétienté. Donc nous sommes dans une logique, pour le pape, nous sommes dans une logique de mettre en place, de tisser encore davantage les liens entre les musulmans et le christianisme, justement pour battre en brèche le discours qui sature les dialogues et les débats en Europe, notamment en France, sur le fait que l'Algérie est un pays qui combat le christianisme. Donc le message vecteur du plan politique, d'abord que c'est un pays ouvert, que c'est un pays tolérant, que l'Algérie restera un pays qui a toutes les religions dans lesquelles vivent et coexistent pacifiquement depuis des millénaires, depuis Saint-Augustin, auquel il a toujours fait référence, parce qu'il en est l'un des élèves, le pape. Donc l'Algérie, pour lui, est un État, d'abord de par sa puissance, comme je l'ai dit, de par le fait qu'il s'illustre
par le vivre ensemble. Et en même temps, c'est un message à la jeune génération algérienne de dire que leur pays est un pays qui est ouvert, tolérant et qui a de l'avenir, notamment dans la question du dialogue entre les religions. Ça, c'est déjà un message très important pour, justement, cette visite-là montrera d'abord aussi que l'Algérie peut devenir demain un berceau ou un pont de dialogue entre les civilisations, comme elle a toujours fait, notamment à travers son initiative qui a été déposée à l'ONU pour le vivre ensemble, qui est devenue une journée internationale reconnue par les Nations Unies. Le 13 et 14 avril 2026, le pape Léon XIV visitera l'Algérie. C'est la première visite d'un pape en Algérie. Et il serait réducteur, comme l'a souligné l'archevêque Jean-Paul Vesco, de réduire cette visite au fait que le pape appartienne à l'ordre des Augustiniens. D'ailleurs, il visitera, c'est vrai qu'il visitera la basilique de Saint-Augustin à Hippone, à Annaba, mais il ira aussi dans Notre-Dame d'Afrique, donc, où il ira donc prier pour les 19 bienheureux martyrs qui sont donc morts à Tebhelin. Et l'archevêque Jean-Paul Vesco a rappelé que les moines Tebhelin sont morts aussi avec des musulmans, d'où le message évoqué par Kamel, le message de paix, parce que le pape Léon XIV dira « Salam alaykoum » en venant en Algérie, viendra en homme de paix. Ça sera donc un frère chrétien qui sera reçu par les musulmans, et ça a été clairement souligné par M. Vesco, parce que par ailleurs, certains partis, notamment en Europe, en France, veulent réduire cette visite ou tenter de réduire de l'ampleur évoquée par Kamel de cette importante visite en Algérie, en évoquant certains de ce qu'ils appellent les violences ou les tractations contre les chrétiens, alors que bien sûr ça n'existe pas, parce que les chrétiens vivent depuis très longtemps en terre algérienne. Il y a plusieurs lieux de culte chrétien en Algérie. À Oran, il y a le Santa Cruz, la basilique de Saint-Augustin à Annaba, le Sacré-Cœur et la cathédrale de Notre-Dame d'Afrique à Alger, et dans d'autres points d'Algérie. Donc les chrétiens vivent en harmonie avec leurs frères musulmans en Algérie. Et justement, cette visite du pape Léon XIV va peut-être, Badis, permettre de promouvoir la coexistence pacifique entre les peuples. Surtout mettre en exergue la réalité des choses. Entendons-nous sur le fait que malgré les mauvaises langues, malgré effectivement un narratif assez virulent, hostile notamment quant à l'image ou la représentation de l'Algérie quant à les minorités, en tout cas chrétiennes, quant à la coexistence des religions, quant à son ouverture morale et religieuse aux autres. Aujourd'hui, cette visite, justement, contrecarre ce narratif, mais surtout aussi déconstruit profondément un discours comme Pierre-Édouard Stérin, rappelez-vous ce milliardaire qui se targue de dire qu'effectivement l'Algérie est contre la chrétienté. Il s'avère que non, puisque ce n'est pas une simple visite pastorale, c'est une reconnaissance, dites-vous, une reconnaissance géopolitique, notamment de la respectabilité de l'Algérie. D'une part, d'autre part aussi, ça a été évoqué effectivement, et pour moi le fil conducteur, c'était cet entretien du cardinal Jean-Paul Vesco, effectivement, dans un média français, vous allez voir où je veux en venir, où il a été interpellé sur le fait que cette visite s'inscrit principalement par rapport à l'ordre des Augustins, puisque Léon XIV est un augustinien. Or, il leur a répondu que non. Il a été encore plus loin, et je le félicite sur cette réponse assumée, mais surtout aussi qui reflète finalement ce que c'est l'Algérie, c'est qu'il explique que le pape va à la rencontre du peuple algérien. Oui. C'est tout autre chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, vous voyez bien qu'il y a une espèce de narratif qui essaye de réduire, malgré des faits réels, éloquents, notamment une visite. L'Algérie aujourd'hui est perçue aussi comme un portail, je dirais un seuil d'entrée notamment de l'Afrique. D'ailleurs, il le dit, c'est bien plus qu'une destination symbolique. Elle incarne une véritable porte d'entrée vers l'Afrique. Absolument. Et c'est là où je dis que ça déconstruit, c'est qu'au-delà que l'Algérie soit une terre d'islam contemporain, aujourd'hui aussi, elle est la centralité morale, notamment religieuse, civilisationnelle, que ce soit africaine, chrétienne, et aujourd'hui islam contemporain, pour expliquer qu'effectivement le vivre ensemble existe bel et bien, il est consolidé, il est réconforté, il est encouragé, il est promu en Algérie, terre de paix, terre de vivre ensemble et terre de coexistence. Quoi de mieux que l'aveu du cardinal, mais également de cette visite qui explicitement démontre que l'Algérie, encore une fois, est au centre de gravité religieuse, de dialogue des civilisations, mais surtout aussi de construire l'avenir ensemble.
Et encore une fois, cette visite va au-delà de sa dimension spirituelle. Elle revêt également une portée politique et mémorielle, Mehdi. Bien sûr, parce que l'Algérie, puissance régionale incontournable, joue en effet un rôle capital dans les subtils équilibres de la région et de la Méditerranée. Mais moi, ce que je voudrais revenir sur ce qu'a dit précédemment Badis, le travail de Jean-Paul Vesco, qui a été une sorte de relais entre Alger et le Vatican. Je pense qu'on peut même qualifier ça de véritable cheville ouvrière pour justement cette visite papale. Et cette visite papale, Alger, de toute façon, fait confiance à Jean-Paul Vesco. La preuve, c'est qu'il lui a été remis par le président de la République la nationalité algérienne. Il a rencontré à plusieurs reprises le président de la République. Il prêche la fraternité entre tous les peuples. Jean-Paul Vesco est connu pour être un humaniste dans l'âme. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est que Jean-Paul Vesco n'est pas un curé lambda. C'est une personne qui a osé critiquer Emmanuel Macron sur la colonisation qui n'a jamais été généreuse. Je cite, la colonisation n'a jamais été généreuse, et qui a critiqué aussi Isnogoud sur les visas quand il y a eu la crise avec le ministère de l'Intérieur français. Donc c'est un homme qui a des convictions et qui défend son pays, parce qu'il dit que l'Algérie est également son pays. Il dit, je suis français, mais je suis également algérien à part entière. Et donc, ça, c'est très important de le signaler. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est que le pape, quand il va venir, je pense que ça va fermer beaucoup de bouches. Je pense qu'il va y avoir énormément d'AVC sur CNews. Je pense qu'il va y avoir énormément de crises cardiaques également au niveau d'Isnogoud et de l'entourage d'Isnogoud. Et je pense que... donc Bruno Retailleau, hein, pour ceux qui le savent. Moi, j'ai juré de ne plus le nommer. Donc, pour moi, c'est Isnogoud ou Ratatouille. Voilà, on dit pas son nom. Donc, ce qui est important, c'est que ça va, excusez-moi l'expression, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, ça va mettre une baffe à beaucoup de monde. Et vous vous rappelez des phrases où les Algériens persécutent les chrétiens, que les fameuses bûches de Noël qui ont été raflées par la police, enfin, toutes ces inepties, toutes ces fake news qui ont été faites au fur et à mesure pour éviter justement cette visite qui a eu lieu, parce que c'est comme ça que ça a été lancé, toutes ces fake news qui ont été lancées sur le groupe Bolloré, c'était pour, en quelque sorte, essayer de ralentir la visite du pape. Eh bien, la visite du pape sera une grande réussite, et je pense, et j'en suis certain, que ça sera une grande baffe dans la bouche de beaucoup de mauvaises langues. Donc à tous les détracteurs, rendez-vous les 13 et 14 avril. Oui, pour se terminer, ceux qui prétendent que l'Algérie est un pays imperméable à l'altérité, c'est-à-dire aux autres religions et tout, cette visite est un démenti cinglant, c'est aussi simple que ça. Merci, messieurs, pour cette première partie. On donne donc rendez-vous à nos détracteurs les 13 et 14 avril pour voir comment va se passer justement cette visite du pape Léon XIV à Alger. Place tout de suite à l'œil d'Alger.